Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai inventé un nouveau concept dont je suis pas peu fière, faut le dire. Je vous ai fait une vidéo il y a... franchement ça fait quelques mois déjà quand même, au début du semestre 2 je crois, sur mon CM de droit civil, donc droit de la famille pour mon semestre 2 de L1, sur le thème du concubinage. On a eu une séance de TD, donc la première du S2, qui était consacrée au concubinage et au Pacs, où la Cour de cassation va en fait préciser certaines dispositions ou alors interpréter un certain vide juridique en soi, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo CM, pour le thème du concubinage, vous avez l'article 515-8 qui vous donne une définition du code civil, qui vous donne une définition du concubinage, mais vous n'avez pas d'autres articles sur le concubinage, donc il a fallu en fait que la jurisprudence, donc plus particulièrement la première chambre de la Cour de casse, fasse évoluer en fait en fonction des litiges qui lui étaient soumis la situation de droit par rapport au concubinage et leur attribuer en fait certaines règles de droit ou pas le faire d'ailleurs. Et c'est à ça que vont servir bien sûr vos TD, c'est aussi à voir concrètement comment est-ce que la jurisprudence a fait et comment est-ce que la Cour de cassation a procédé pour en venir à l'état de droit dans lequel on est actuellement. Avant de voir cette vidéo là, je vous conseille vraiment d'aller voir le CM pour vous mettre un petit peu dans la tête tous les principes par rapport au concubinage et toute la notion juridique du concubinage, pour pouvoir ensuite mieux comprendre son application dans la jurisprudence que je vais vous raconter juste après. Concept de la vidéo, donc en gros on a eu donc notre fascicule de droit de la famille pour le semestre avec 8 séances de TD sur 8 thèmes différents. Donc il va y avoir une vidéo par semaine, je l'espère, ojalá. Cette vidéo là va être sur la séance 1, sur le concubinage et le Pacs. Voilà, je vais vous faire 8 vidéos sur chacun des thèmes de séance de TD, où dedans je vais vous expliquer en fait ce que j'ai compris, en tout cas moi, de tous les arrêts qui nous ont été soumis. Donc on a environ 7 arrêts, 5 à 7 arrêts par semaine sur chacun des thèmes. Donc là dans cette vidéo là je crois qu'il y en aura 5. Je vais me baser sur mes fiches d'arrêt sans pour autant les lire. Je vais vraiment les expliquer et les approfondir un petit peu avec les manuels que j'ai ici. Si vous avez à faire des fiches d'arrêt sur ce sujet là ou même sur cet arrêt là, ce qui est très probable, ne recopiez pas ce que je vous dis là, même si ça peut vous aider à comprendre, je l'espère, parce que les arrêts c'est pas toujours évident. Et moi j'ai adoré faire mes fiches d'arrêt cette année, c'est vraiment un truc que j'adorais faire. Pour apporter un petit peu de piment à cette à ce nouveau concept en fait de vraiment analyse de jurisprudence, de droit de la famille, thème par thème, j'ai décidé de faire un jour un arrêt. C'est-à-dire que chaque jour je vais vous filmer un petit shot de vidéo. Donc là je vais avoir cette tête là aujourd'hui, mais demain j'aurai une autre tête et un autre t-shirt et tout ça. Et puis après-demain aussi, etc. Et comme il y a 5 à 7 arrêts par séance, ça correspond pile poil à une semaine. Chaque jour je filme une petite séquence vidéo sur un des arrêts et je fais comme ça. Donc aujourd'hui je vais vous parler du premier arrêt sur le concubinage, qui est sur les obligations de dette ménagère entre concubins. Demain je vais vous parler d'un autre arrêt sur un autre sujet mais toujours en relation avec le concubinage, etc. Et toute la semaine ça va être comme ça. Un arrêt, une journée. Donc pour l'arrêt d'aujourd'hui sur le thème du concubinage, je vais vous parler des effets de l'union libre et plus précisément des droits et devoirs qui s'appliquent dans des situations de concubinage. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai compris de l'arrêt qui a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 2 mai 2001, puisque c'est un arrêt de principe. Il a dégagé une règle jurisprudentielle, une règle de droit très importante. Et là il est très important aussi parce qu'il a intégré en fait dans le droit français il constitue en fait vraiment une jurisprudence constante. Depuis cet arrêt là, la Cour de cassation, à chaque fois qu'elle a un litige à peu près semblable à trancher, elle va réutiliser la même solution que dans cet arrêt. En l'espèce, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez un couple de concubins qui vivaient ensemble très bien, mais un jour ils se séparent pour X raisons. Et le monsieur, en l'espèce, n'avait pas payé ses factures d'électricité à EDF avant de partir. Donc EDF concrètement a appelé sa concubine, pour qu'elle règle à sa place les factures impayées. Mais cette copine a refusé de payer à sa place. Elle a dit tu gères tes problèmes. Voilà le litige, les faits. Et ça n'a pas pu être réglé à l'amiable apparemment, donc elle a assigné en justice son ancien concubin. Le jugement a été rendu par un tribunal de première instance. Suite à cette décision, il y a une partie qui a interjeté appel. Tout ce que je vous dis là, c'est vraiment de la déduction, c'est pas dans la Cour d'appel de Bourges, dans son arrêt du 8 décembre 1996, va condamner l'ancienne concubine qui n'avait pas souhaité régler l'arriéré des factures d'électricité de son ancien concubin suite à leur séparation.
consommation à rembourser EDF. Donc les couples mariés en fait sont tenus par l'article 220 du Code civil d'une obligation de solidarité en matière de dette ménagère. Donc typiquement les factures d'eau, les factures d'électricité par exemple. Donc s'il y en a un qui paye pas, l'autre on pourra lui demander de payer à sa place. Donc eux ils disent que comme le concubinage en matière de droits accordés se rapproche de plus en plus du mariage, alors ils estiment que les obligations auxquelles ils sont tenus, dont celle de solidarité en matière de dette ménagère contractée pour l'entretien du ménage, de l'article 220 du coup, va aussi s'appliquer en situation de concubinage. Donc ils vont faire une assimilation entre le régime du mariage et le régime du concubinage. On vous dit que l'ancienne concubine va former un pourvoi en cassation afin de contester la décision de la cour d'appel de Bourges. Et donc là, la question que la cour de cassation a dû se poser pour répondre à ce litige, c'est l'obligation de solidarité, ça pourrait être en tout cas, l'obligation de solidarité existant entre époux du fait de leur situation matrimoniale, existe-t-elle également, est-elle également applicable en situation de concubinage. La cour de cassation dit que la cour d'appel a violé le texte susvisé, donc qui est l'article 220 du Code civil, dit que l'article 220 n'est applicable qu'aux époux et non pas aux concubins. Il n'y a pas d'assimilation des régimes, c'est les époux, les concubins séparés et chacun ses droits, chacun ses obligations. Pas comme elle le dit à la fin de son arrêt, cassé et annulé dans toutes les dispositions, je crois, oui, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges, au motif que l'article 220 ne s'applique pas en situation de concubinage mais seulement en situation matrimoniale. Donc là concrètement, le mec il paye et EDF n'a pas le droit de demander à l'ex-concubine de payer les factures impayées de son ex-concubin. C'est chacun sa merde. Pour synthétiser tout ça, je vais vous lire un petit paragraphe que je trouve très clair de ce manuel-là, qui est un gros manuel de droit civil, qui dit: non seulement il n'existe pas de régime primaire semblable à celui des époux, qui organiserait une communauté minimale entre les concubins, mais encore la Cour de cassation refuse systématiquement d'étendre aux concubins certaines règles du régime primaire, dont les concubins revendiquent régulièrement l'application par analogie avec le mariage. Les juges du fond, lorsqu'ils auraient tendance à faire droit à ces revendications, sont sanctionnés par la Cour de cassation. Ainsi, il n'existe pas de règle de contribution aux charges de la vie commune, ni de solidarité des dettes ménagères entre concubins, comme cela existe entre époux, article 220, et comme cela a été introduit dans le PACS à l'article 515-4. Et les arrêts qui l'admettent par analogie sont sanctionnés par la Cour suprême. La Cour suprême, c'est la Cour de cassation. En effet, selon une jurisprudence constante, l'article 220 du Code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, n'est pas applicable en cas de concubinage. J'espère que vous avez compris l'arrêt d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouvel arrêt qui sera sur un sujet super intéressant aussi par rapport au concubinage. Vous avez vu comment je vous vends ça? Franchement, ça fait rêver. Je vous dis à demain! Aujourd'hui on va parler d'un nouvel arrêt qui porte sur la rupture du concubinage et les modalités, notamment en termes de droit à la réparation. C'est un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, encore une fois, qui a été rendu le 3 janvier 2006. En l'espèce, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un couple marié qui a divorcé, mais ensuite ils ont repris la vie commune quelques mois sous la forme donc de couple concubin. Mais le concubin a décidé de brutalement quitter le ménage et de mettre fin à cette situation de concubinage. Donc il y a un des concubins, donc on va penser automatiquement que c'est la femme qui a été abandonnée, qui va assigner son ex-concubin en justice. Un tribunal de première instance va déclarer le concubin responsable de la rupture et va allouer des dommages et intérêts à la femme lésée. Suite à cette décision, on a un appel qui est interjeté et dans un arrêt du 25 novembre 2003, on a la cour d'appel de Aix-en-Provence qui vient confirmer le jugement de première instance sur la foi d'attestation de la fille de la concubine qui atteste bien de la brutalité du départ, etc. Puisque la petite subtilité, mais qui est très importante, c'est que la cour d'appel elle a engagé la responsabilité civile du concubin donc sur le fondement de l'article 1240, ancien 1382 du Code civil, non pas du simple fait de la rupture du concubinage, mais de par les circonstances de la rupture. Pour elle, concrètement, le concubin, en laissant aussi brutalement sa concubine derrière lui, a commis une faute. En gros, c'est pas parce qu'il a délaissé sa concubine qu'il a commis une faute, c'est parce qu'il l'a délaissée de cette manière-là. Pour ça, c'est basé sur l'attitude des parties, sur la durée de la vie commune, qui était je crois de 40 ans,
sur la brutalité du départ, etc. On a le concubin du coup qui a été condamné à encore une fois laisser des dommages et intérêts à son ex-concubine pour faute, il va former un pourvoi en cassation. Bon, là il y a plusieurs moyens au pourvoi, c'est-à-dire arguments que va invoquer en fait le concubin pour justifier son pourvoi en cassation. Il y en a plusieurs mais je vais pas vous les dire parce que honnêtement il n'y en a pas vraiment de très probants. Je trouve que, enfin moi quand je lisais j'étais en mode ouais bien tenté mais c'est pas hyper convaincant. Donc la question qu'a dû légitimement se poser la Cour de cassation dans ce cas-là, c'était la rupture du concubinage peut-elle, dans certaines circonstances spécifiques, ouvrir un droit à réparation du préjudice subi par l'une des parties d'un couple concubin. La Cour de cassation va répondre à ça donc dans cet arrêt du 3 janvier 2006 par la positive. Donc la première chambre civile de la Cour de casse va confirmer la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 novembre 2003. Elle va encore énoncer un très grand principe que maintenant on utilise dans tous les cas au niveau du concubinage qui vont être portés devant la justice, qui est un principe selon lequel la rupture en elle-même du concubinage ne peut pas constituer une faute, ne peut pas ouvrir droit à réparation, en gros pas obtenir des dommages intérêts de la personne qui t'a abandonné simplement à cause de la rupture, en mode genre t'as mal vécu ta rupture et tout, c'est pas possible. Par contre, si ton concubin a fait une faute qui va être caractérisée dans un tribunal au sens de l'article 1240 du code civil, à ce moment-là tu pourras obtenir des dommages d'intérêt, non pas du fait de la rupture en elle-même, mais des circonstances de la rupture. Dans ce cas-là, la Cour de cassation a estimé que les circonstances de la rupture n'étaient pas correctes, n'étaient pas raisonnables, et donc qu'il fallait ouvrir un droit à réparation à la concubine. On profite pour aller un petit peu plus loin que l'arrêt en question, en termes de versement d'une prestation compensatoire, donc qui viserait à compenser la disparité des niveaux de vie entre les deux personnes. Donc concrètement c'est quand les deux personnes ensemble ont un niveau de vie très convenable, donc elles arrivent à s'en sortir, mais que si elles divorcent ou si elles se quittent, il y en a une des deux qui va être beaucoup défavorisée au niveau financier. Et c'est le principe de la prestation compensatoire au niveau du divorce, où pendant le divorce on va allouer une prestation compensatoire à la personne qui va être la plus défavorisée en fait au moment du divorce, c'est-à-dire la personne favorisée va donner une certaine somme ou... Après voilà, je vais pas tout vous expliquer sur la prestation compensatoire, mais en général ça va être une somme mensuelle allouée à la personne défavorisée pour l'aider à subvenir à ses besoins après le divorce. Et en matière de concubinage, il n'y a pas de prestation compensatoire. Et comme je vous l'ai dit, il y a certaines circonstances particulières qui vont ouvrir un droit à réparation à la concubine et au concubin lésé. Donc dans le livre Francis Lefebvre, vous avez 4 cas utiles ou dans des cas pratiques par exemple si vous devez décider de s'il y a faute ou pas. Donc dans ce cas-là, c'était après 40 ans de vie commune du coup. C'était le fait de quitter brusquement le domicile en profitant de l'absence de sa compagne, qui a été déclarée comme une faute. Sinon vous avez aussi la personne qui congédie brusquement sa compagne pour la remplacer par une autre après 11 ans de vie commune sans subvenir à ses besoins, alors qu'il avait exigé d'elle qu'elle renonce à son emploi pour se consacrer à l'éducation de son fils puis de leur enfant commun. Ça c'est un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile du 7 avril 1998. En revanche, ne commet pas de faute le concubin qui, selon la jurisprudence, fait délivrer 1 an après leur rupture une sommation de quitter l'ancien domicile commun, lui appartenant en propre à son ex-concubine, même si cette dernière a un enfant handicapé à charge. Donc c'est la cour d'appel d'Agen du 13 mai 2003. Et ne commet pas non plus de faute le concubin qui, ayant obtenu en référé l'expulsion de sa compagne d'une villa lui appartenant, laisse passer 2 ans avant de la sommer de quitter les lieux. Cour d'appel de Aix-en-Provence, encore une fois, du 18 mai 2010. J'en ai terminé pour l'arrêt d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour un arrêt un petit peu plus compliqué, puisque voilà, le droit c'est pas que des trucs aussi simples que ça. Bonjour. Je sais pas si vous avez remarqué un changement au niveau de la qualité de vidéo parce que je filme avec un autre appareil. Normalement la qualité est largement meilleure. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je reviens pour l'arrêt du jour, les 2 prochains arrêts qu'on va aborder sur le concubinage et les 2 derniers parce que le 5e sera sur le Pacs. Ça va être beaucoup plus technique, je vous préviens, mais je vais vraiment essayer de vous introduire ça le mieux possible. Donc aujourd'hui on va parler de la collaboration professionnelle non rémunérée entre concubins. En fait, il arrive que des concubins travaillent ensemble dans une même société ou que l'un aide l'autre à développer son commerce, etc. à titre gratuit et que au moment de la rupture du concubinage, le plus souvent bien sûr, il réclame sa part. Pour ça, la jurisprudence
a accordé deux mécanismes aux concubins précisément, qui sont des mécanismes de droit général, donc le mécanisme de la société créée de fait et celui de l'enrichissement injustifié. L'arrêt d'aujourd'hui ça va être sur la société créée de fait et celui de demain sur l'enrichissement injustifié. Donc pour cet arrêt, c'est un arrêt de cassation qui a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 janvier 2010, donc en l'espèce. Dans un couple concubin avec enfant, le concubin a acquis un terrain sur lequel il a décidé de faire construire un pavillon. Pour ce faire, les concubins ont fait un co-emprunt. Néanmoins, le concubin a finalement décidé de revendre ce bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la procédure? La concubine a signé son concubin en justice pour recevoir la moitié du produit réalisé sur la vente du pavillon, invoquant l'existence d'une société créée de fait. Une juridiction de première instance a rendu un jugement. Suite à cette décision, une des parties a interjeté appel et dans un arrêt, la cour d'appel a effectivement accepté de reconnaître une société créée de fait entre ces deux concubins en se fondant sur le co-emprunt réalisé par ces derniers quelques années auparavant. La cour d'appel a caractérisé l'existence d'un affectio societatis. Alors, je sais, ça paraît un peu barbare tous les termes latins, c'est juste que pour caractériser une société créée de fait, il faut trois éléments. Il faut l'affectio societatis, donc c'est-à-dire l'intention de s'associer. Il faut l'existence d'apports mutuels, donc que les deux aient contribué au niveau apport. Ça peut être des apports financiers mais aussi techniques, par exemple la force des bras, etc. Et aussi une contribution aux bénéfices et aux pertes. Donc ici la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une affectio societatis. La cour d'appel a ajouté aussi que les concubins ont également prouvé leur volonté de participer autant aux avantages qu'aux pertes. Est-ce qu'un couple concubin peut bénéficier d'une société créée de fait par le biais d'un co-emprunt? Donc dans cet arrêt du 10 janvier 2010, la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel en déclarant que l'intention de s'associer, donc l'affectio societatis, en vue d'un projet commun, qui est donc une des notions importantes pour retenir l'existence d'une société créée de fait, ne dépend pas que de la participation financière de chacun des concubins, puisque dans ce cas, l'objectif du couple demeurait être la mise en œuvre d'intérêts inhérents au concubinage. Je vais vous faire une petite synthèse que j'ai trouvée vraiment très bonne dans le livre, encore une fois, celui-ci, qui je trouve résume très bien la situation. La jurisprudence n'exclut pas que l'on puisse partager les biens des concubins en appliquant les règles de partage des sociétés à la société créée de fait constituée entre les concubins, si tant est que son existence soit admise. Mais à l'heure actuelle et depuis les décisions rendues en 2004, la Cour de cassation, après une période plus libérale, est redevenue très rigoureuse et elle exige que les trois éléments constitutifs de la société créée de fait soient prouvés distinctement et ne soient pas déduits les uns des autres. Ainsi faut-il prouver distinctement 1. L'existence d'apports mutuels, 2. Une contribution aux bénéfices et aux pertes, 3. L'intention de s'associer dans une entreprise commune. Les juridictions du fond ont parfois recours à cette notion de société créée de fait, notamment pour admettre l'achat ou la construction du logement commun, ce qui conduit ensuite au partage de l'immeuble, à condition que chacun ait participé à l'acquisition et manifesté son intention de s'associer et de participer aux bénéfices et aux pertes. Cependant, toutes les juridictions saisies de la question n'admettent pas que l'achat ou la construction d'un logement commun puisse s'analyser en une société créée de fait, car la nécessité de construire une maison n'est pas un objectif susceptible d'établir l'intention de s'associer, mais une conséquence de la vie en commun qui découle du concubinage. C'est exactement ce qui s'est passé dans cet arrêt-là. Depuis les décisions de 2004, la Cour de cassation est restée ferme et impose la plus grande rigueur aux juges du fond. Donc très souvent, concrètement, elle refuse d'accorder une société créée de fait et donc des dommages et intérêts. Les juridictions sont devenues très sévères, comme je viens de vous le lire. Par contre, vous avez un autre mécanisme qu'on verra demain, quand même difficile mais qui est plus simple et plus souvent caractérisé que la société créée de fait, qui est l'enrichissement injustifié. J'espère que j'ai quand même réussi à vous faire comprendre cet arrêt qui était un petit peu plus délicat que les autres. Voilà, c'est des termes empruntés au droit des sociétés. Je me souviens que c'était un arrêt pas facile à comprendre, j'avais passé vraiment beaucoup d'heures à le décortiquer pour réussir à comprendre tout ça. Voilà. À demain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel arrêt du jour. Il s'agit ici d'un arrêt de rejet qui a été rendu le 24 septembre 2008 par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui est relatif à l'enrichissement injustifié entre concubins. Donc en l'espèce, un couple de concubins avec enfants a décidé d'entreprendre des rénovations de très grande envergure dans leur ménage, puis ils décident de malheureusement se séparer. Dès lors, les ex-concubins expriment leur désaccord quant au remboursement de ces travaux. Au niveau de la procédure, qu'est-ce qui s'est passé? Le concubin a assigné en justice son ex-concubine afin d'obtenir d'elle le remboursement des sommes dépensées pour la rénovation de la maison, qui était donc la maison de la concubine. Un jugement est rendu par une juridiction de première instance et suite à cette décision, un appel est interjeté. La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 28 octobre 2005,
condamne le concubin à verser de l'argent à son ex-concubine en estimant en effet que le concubin est responsable d'un enrichissement injustifié, puisque cette dernière ne parvient pas à caractériser une intention libérale au vu de l'ampleur de ses travaux et de ce fait, du fait que les travaux ne font pas l'objet d'une contrepartie équitable avec les bénéfices qu'il a pu tirer de sa situation de concubin. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ça parce que ça peut paraître un petit peu barbare dit comme ça. L'enrichissement justifié, ou l'action qu'on dit aussi in rem verso, c'est une action qui peut être donc revendiquée devant une cour ou un tribunal si tant est que les trois éléments constitutifs cumulatifs sont réunis. Il faut l'enrichissement de l'un des concubins, l'appauvrissement corrélatif de l'autre, et il faut que cet enrichissement-appauvrissement soit injustifié, n'ait pas de cause. Avant on appelait l'enrichissement justifié l'enrichissement sans cause, c'est exactement la même chose. Et du coup la personne qui s'est vue appauvrie au profit de l'autre, donc au profit de son concubin ici, peut demander des dommages et intérêts, un remboursement, une indemnisation. La Cour de cassation reste assez stricte quand même. Donc le manuel écrit: elle interdit que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause soit utilisée systématiquement pour permettre un partage par moitié des dépenses de la vie commune et contourner ainsi l'existence d'une règle légale de contribution aux charges du ménage et l'impossibilité de reconnaître l'existence d'une société écrite fait si les conditions n'étaient pas réunies. Ils veulent tout simplement éviter que tout le monde utilise tout le temps l'enrichissement injustifié pour pouvoir toucher des indemnisations. Pour reconnaître un enrichissement injustifié, la Cour de cassation a déclaré qu'il fallait que l'enrichissement et l'appauvrissement aille au-delà de la contribution normale de chacun aux charges du ménage. Donc en gros ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est que la cour d'appel de Versailles avait reconnu un enrichissement injustifié au motif que non seulement les trois conditions cumulatives pour reconnaître et caractériser un enrichissement justifié étaient réunies, mais en plus parce qu'elle a estimé que, au vu de l'ampleur des travaux, ça dépassait largement la contribution normale de chacun aux charges du ménage. Les travaux, enfin de par leur ampleur, ne constituaient pas une contrepartie normale aux bénéfices que le concubin a pu tirer de sa situation de concubin. En gros, si vous voulez, si vous êtes logé gratuitement chez la personne, que vous payez pas de facture et tout, ça c'est un bénéfice que vous avez de par votre situation de concubin. Et à ce moment-là, si vous faites des travaux qui sont pas de très grande ampleur, genre vous rénovez, je sais pas, une cuisine, vous ne pourrez pas être indemnisé de ça au moment de votre rupture parce que on considère que ça fait partie de la contribution normale de chacun aux charges du ménage. Alors que là, c'était vraiment des énormes travaux dans toute la maison. Je sais pas exactement ce qu'ils avaient fait, mais ça avait l'air d'être un truc vraiment balèze. Et du coup, même si il était logé gratuitement, il ne payait pas les factures, etc., on considère que tout l'argent qu'il a mis dans la rénovation complète du bien dépasse très largement les bénéfices qu'il a pu tirer de sa situation. Donc, suite à cette décision de la Cour d'appel de Versailles, la concubine a été obligée de rembourser son ex-concubin. Elle a décidé de former un pourvoi en cassation afin de contester la décision de la Cour d'appel de Versailles. Elle considère d'abord que l'enrichissement a été justifié puisque déclare une intention libérale de son ex-concubin, puisque en fait celui-ci non seulement il habitait dans ce bien, mais en plus il y travaillait, il devait faire du télétravail ou un truc comme ça. Elle considère dans son premier moyen de cassation avait une intention libérale, c'est-à-dire vraiment un profit, un intérêt personnel pour l'ex-concubin à faire ces travaux-là puisque ça a amélioré considérablement son lieu, non seulement son domicile mais en plus son lieu de travail. Pour elle, l'enrichissement est justifié. Je le répète, bien sûr, là ça met à mal toute la décision de la cour d'appel et ça peut faire réfléchir éventuellement beaucoup la cour de cassation puisque l'enrichissement sans cause, le fait qu'il soit injustifié, c'est un des trois éléments cumulatifs constitutifs de l'enrichissement injustifié. Ça porte bien son nom d'ailleurs. En gros, si elle arrive à prouver qu'il avait un intérêt personnel plus important pour mener à bien ces travaux-là et que donc l'enrichissement était justifié, elle ne pourra pas avoir à verser des dommages d'intérêt ou rembourser les sommes payées pour la rénovation du bien. La question posée à la Cour de cassation, ça pourrait se résumer comme ça. Le financement des travaux sur le bien immobilier appartenant à un concubin correspond-il, oui ou non, en gros, à un enrichissement justifié pour ce dernier. Donc dans cet arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ex-concubine. Elle a confirmé la décision de la Cour d'appel de Versailles, en estimant qu'il appartenait au pouvoir souverain des juges du fond de déterminer si oui ou non les travaux étaient d'une telle ampleur qu'ils ne pouvaient pas constituer une simple contribution normale aux charges du ménage. Et que les juges du fond avaient tout leur pouvoir souverain aussi
pour déterminer si la contrepartie était équitable ou pas aux avantages dont il a pu bénéficier de par ses situations de concubin, comme je vous expliquais tout à l'heure. Elle met à mal l'argument de l'ex-concubine en disant qu'il n'existe pas d'intention libérale et que l'enrichissement est bien injustifié. Elle se fonde pour rendre cet arrêt sur l'article 1303 et suivant du Code civil qui est relatif à l'enrichissement injustifié et qu'on a décidé d'appliquer désormais, donc depuis la jurisprudence de la Cour de cassation, puisque c'est pas dans les textes encore une fois, aux concubins. Alors juste un petit détail qu'on dit pas là dans l'arrêt mais qui est quand même très important, qui peut d'ailleurs s'avérer bien plus qu'un simple petit détail. L'enrichissement injustifié c'est une voie subsidiaire, ça veut dire vous pouvez y avoir recours qu'en dernier recours justement. Par exemple si vous voulez invoquer devant un tribunal ou une cour l'enrichissement injustifié, vous allez devoir avant prouver que vous ne pouvez pas invoquer par exemple la société créée de fait. Avant il faut passer par plein d'autres mécanismes pour pouvoir parvenir enfin à demander un enrichissement injustifié en dernière solution. Voilà, j'espère que vous avez compris l'arrêt du jour, qu'il vous a intéressé et on se retrouve demain. On en a fini avec les arrêts sur le concubinage. Demain on passera au dernier arrêt de la vidéo qui sera sur le PACS, qui est aussi très intéressant et qui constitue un petit peu une exception au principe du PACS qui va peut-être vous surprendre. Je vous fais des très gros bisous et à demain. Bonjour tout le monde! On se retrouve pour le dernier arrêt de la vidéo qui va être cette fois, comme je vous l'ai annoncé hier, relatif au pacte civil de solidarité, donc le PACS. Il s'agit ici d'un arrêt de cassation qui a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation qui date du 8 mars 2017, qui est relatif aux empêchements légaux liés au pacte civil de solidarité. Donc en l'espèce, un homme placé sous curatelle renforcée souhaitait conclure à la suite du refus de son curateur d'aller en ce sens, un pacte civil de solidarité avec un autre homme âgé de 44 ans de moins que lui. Au niveau de la procédure, l'une des parties a signé l'autre en justice, puis un tribunal de grande instance a rendu un jugement. Suite à cette décision, un appel a été interjeté et la cour d'appel de Riom, je sais pas comment on dit, dans un arrêt du 8 septembre 2015, a rendu la conclusion de ce pacte civil de solidarité impossible au motif que les intéressés entretenaient entre eux, bien qu'ils vivent effectivement sous le même toit, une relation davantage filiale que celle d'un couple, et cela en raison notamment de leur écart d'âge majeur. Petite précision très importante, dans le pacte civil de solidarité, bien évidemment, et il a notamment été créé à la base pour ça, il s'agit bien sûr pas d'interdire le pacte civil de solidarité aux personnes homosexuelles. Donc un pacte civil de solidarité peut très bien être conclu, et c'était d'ailleurs son but initial lorsqu'il a été créé, entre deux personnes de même sexe, donc deux hommes ou deux femmes. Donc là en gros le problème qui a été posé devant la Cour de cassation, le problème c'était pas que deux hommes souhaitaient conclure un pacte civil de solidarité ensemble, c'était juste que ces deux hommes là avaient avant déclaré qu'ils entretenaient une relation davantage filiale. Enfin, c'est dans le langage courant en soi de dire oui elle c'est comme ma soeur, ou lui c'est comme mon fils, lui c'est comme mes parents, alors que c'est pas vraiment vos parents, c'est pas vraiment ton fils, c'est pas vraiment ta soeur, c'est juste que t'as une telle considération pour la personne, ou t'as vécu tellement de choses avec la personne. Et bien sûr cette déclaration là a été prise encore plus au sérieux de par le décalage d'âge qu'il y avait entre eux. Donc la Cour de cassation, dans cet arrêt du 8 mars 2017, casse et annule la décision de la Cour d'appel de Riom au motif que malgré cet écart d'âge majeur, les intéressés vivaient ensemble sous le même toit depuis des décennies et aucun empêchement légal ne peut en l'espèce être caractérisé puisqu'il ne s'agit pas véritablement d'une relation filiale. Ils n'étaient pas vraiment père et fils, c'est juste qu'ils se considéraient comme ça l'un et l'autre. Sinon bien sûr ça aurait été interdit pour cause d'inceste. Alors aucun obstacle à la conclusion d'un pacte ne peut légalement se constituer. On est ici en présence donc d'une application parfaitement stricte de l'article 515-1 du Code civil relatif au PACS. Normalement le PACS c'est fait pour les une des conditions pour pouvoir conclure un PACS c'est d'être en couple. Il y a aussi la condition, enfin il y a plusieurs conditions. Il y a la condition d'être en couple et il y a la condition aussi d'avoir une vie commune. Après la vie commune implique-t-elle nécessairement la cohabitation ? Je vous laisse faire vos recherches là-dessus. Par contre je vais vous détailler un petit peu du coup par rapport à ce jugement là, puisque c'est un jugement très particulier et du coup où la Cour de cassation a accepté de former un PACS entre deux personnes qui n'étaient pas en couple. Je vous lis des petites pages du super manuel des familles. Le PACS est donc fondé sur des relations d'ordre sexuel impliquées par la relation de couple, et les propositions qui avaient été faites de l'ouvrir à des frères et sœurs célibataires ont été repoussées par l'article 515-2 alinéa 1er sous peine de nullité pour inceste. Pourtant, la Cour de cassation a rendu le 8 mars 2017 une décision qui jette un trouble.
visant ensemble l'article 515-1 qui définit le Pacs comme un contrat organisant la vie commune et l'article 515-2 alinéa 1 du Code civil qui interdit le Pacs entre ascendants et descendants en ligne directe. Donc là, interdiction de l'inceste, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au 3e degré, donc jusqu'à ton cousin. Elle casse un arrêt qui avait exclu la possibilité d'autoriser un homme en curatelle renforcée à conclure un Pacs avec un autre homme de 44 ans plus jeune. La cour d'appel avait considéré en effet que la notion de filiation était étrangère à celle de couple et que la définition de leur relation par les intéressés ne correspondait pas à celle du Pacs, puisqu'ils avaient déclaré que le lien qui les unissait était celui d'un père à son fils. La première chambre civile de la Cour de cassation reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'elle constatait d'une part l'existence d'une vie commune de 24 ans, et d'autre part l'absence de tout empêchement légal à la conclusion d'un Pacs. Comme le souligne Madame Dumas-Lavnac dans son commentaire, cette décision n'a pas été publiée et peut-être ne s'agit-il que d'un cas d'espèce. Toutefois, si la Cour de cassation devait réitérer cette lecture, la nature même du Pacs serait remise en cause, puisqu'il serait dissocié de la notion de couple, et deviendrait alors un moyen de créer un lien d'ordre juridique et de donner un statut à deux personnes qui vivraient ensemble pour des raisons éventuellement affectives, mais aussi peut-être simplement économiques, avec tous les risques de détournement que cela implique. Je vois pas trop ce qu'il y a à ajouter sur ce sujet-là, je vous avouerai que le Pacs c'est un sujet très intéressant, mais nous dans notre plaquette ils nous ont mis que cet arrêt-là pour le Pacs, parce qu'on en avait déjà beaucoup sur le concubinage, du coup ils n'ont pas voulu je pense pour la toute première plaquette nous surcharger, mais du coup c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y avait des arrêts aussi très intéressants sur le Pacs et je vous conseille vraiment, si le droit de la famille vous intéresse, d'aller vous informer un petit peu sur le Pacs. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo sur les arrêts vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, à mettre un commentaire, j'adore parler avec vous et franchement je suis très proche de mes abonnés, je pense que je peux le dire, donc n'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires, ça fait super plaisir et là je suis en grande vacances donc j'ai le temps pour vous répondre. J'espère vraiment que ce nouveau concept que je trouve plutôt original ma foi et dont je suis plutôt fière, faut le dire, vous aura plu et si c'est le cas vraiment dites-le moi et si vous trouvez des choses à améliorer aussi dites-le moi. Je reviens du coup la semaine prochaine au Khala pour vous parler, la prochaine fois ça sera sur les conditions de fond du mariage, donc on va parler du défaut d'intention matrimoniale, on va parler de la bigamie, on va parler de l'inceste, etc., etc. Ça va être super intéressant aussi, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche de notification, comme ça vous aurez la notification dès que je pourrai sortir ma prochaine vidéo. Je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de la nature, des animaux, des proches qui vous entourent et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.